Internet, les réseaux sociaux occupent une place énorme dans notre vie. Certains utilisent et reconvertissent ces minutes passées sur Internet pour vivre leur passion du football. Certains partagent des articles sur des championnats exotiques, sur des sujets qui les passionnent, juste du foot, partis à la rencontre d'acteurs de la toile qui font transmettre leur passion aux internautes. Véritable référence en la matière, Lucarne Opposé met en lumière des championnats peu médiatisés. À l'initiative de ce projet, Nicolas accepta de répondre à nos questions. Alors moi, je m'appelle Nicolas Cougo et je suis donc le créateur du Carnet Opposé que j'ai créé en 2008, fin 2008, qui au départ était un simple petit blog et qui est devenu un peu plus que ça depuis. Il s'est enrichi de personnes et de contenus. Les deux vont souvent de pair. Et du coup, voilà, on a pour objectif de s'intéresser à on a coutume de résumer en disant qu'on s'intéresse à tout ce qui n'intéresse pas les grands médias. C'est un petit peu restrictif parce qu'on s'intéresse à d'autres footballs. C'est vrai connu surtout pour l'Amérique du Sud, mais on s'intéresse aussi à l'Asie et à l'Afrique. Et avec l'objectif de permettre aux gens d'une part de suivre les compétitions qui se déroulent euh, à l'heure actuelle, mais aussi de raconter des histoires autour du football et de nos pays d'intérêt. À l'évolution, on aimerait professionnaliser la chose. Ça sous-entend générer du revenu. On n'est quand même pas persuadé, enfin, je ne suis quand même pas persuadé que Internet permette d'en générer beaucoup. Donc, ça sous-entend de trouver d'autres approches, d'autres moyens de générer du revenu. Le revenu, c'est pas forcément, c'est d'une part pour payer les gens qui participent à l'Ukraine opposée, mais aussi si on peut pour l'instant pas payer les gens, mais surtout, je dirais, pour payer des reportages. Donc on avait fait un mois au Chili pour suivre la Copa América qu'on avait fait financer par nos lecteurs et ça avait bien fonctionné. On a fait une série, enfin on a fait une semaine de reportage à Mexico fin septembre qui a été en partie financée par nos lecteurs aussi. Donc je pense que c'est vers ces voies-là qu'on va explorer la chose pour pouvoir payer des reportages et donc proposer d'autres types de contenus, permettre aux gens d'aller sur place pour quand on peut y aller. Et donc voilà, ramener divers types de contenus, hein, à savoir de la vidéo, de la photo, du texte, de l'image, enfin, être le plus complet possible en fait. Et voilà, en gros qu'on professionnalise un peu plus la chose, même si, comme je disais, pour l'instant, le modèle économique est difficile à trouver, sachant on n'a pas envie de basculer dans le modèle de la pub. Donc je pense qu'on va rester sur les modèles participatifs qui fonctionnent pas mal et sans en abuser parce que les finances de nos lecteurs sont pas non plus, comment dirais-je, incommensurables. Donc voilà, je pense que ouais, l'avenir, c'est si on peut arriver à trouver un modèle qui nous permet de proposer plus de terrain. On a déjà toute l'âme sud, avec pour certains championnats des gens sur place. On a déjà l'Amérique du Nord, on fait les trois grands championnats d'Amérique du Nord, on va dire, les trois grands, voilà, Mexique, Costa Rica, États-Unis. On n'est pas forcément beaucoup implanté sur l'Afrique. On a un peu d'Afrique du Nord, un peu d'Afrique noire, mais on n'est pas beaucoup. Donc à la limite, s'il y a une perspective d'ouverture, ça serait plus sur l'Afrique. Et après l'Asie, on fait les championnats d'Asie de l'Est, moins le Moyen-Orient, c'est pareil. On manque de, comment dirais-je, on manque de compétences pour le Moyen-Orient. Mais voilà, ça peut être les deux axes Afrique et Moyen-Orient, les deux axes d'ouverture. Le reste, on est déjà bien implanté. Ah, clairement, ah, ça c'est une évidence. Euh, ne- Déjà, nous, on n'existerait pas sur Internet en tant que média. Voilà, on n'existe pas sur d'autres supports, donc on n'existe que sur le web. Et aussi pour l'accès aux informations, enfin la formation des réseaux dans le sens trouver des contacts un petit peu partout dans le monde, ou ne serait-ce que assez trivialement suivre les matchs que l'on couvre. Pour la plupart, on n'est pas sur place. On a des gens qui sont sur place, mais pareil, ils sont pas à tous les matchs. Et voilà, ne serait-ce que déjà pour suivre le football dont on parle, sans Internet, ça serait pas possible. Donc oui, non, clairement.
Euh, Honnêtement, les méfaits, j'aurais presque envie de dire que les méfaits classiques qu'on trouve partout, c'est-à-dire qu'à chaque, on pourrait dire la même chose d'Internet en général, on peut trouver ça d'un côté très bien, mais il y a aussi des méfaits d'Internet. On a souvent l'habitude de dire, par exemple, nous, on est très présent surtout sur Twitter, un peu sur Facebook, mais un peu moins. En tout cas, on est moins suivi sur Facebook. On a souvent coutume de dire que Twitter, c'est l'instantanéité, c'est la réaction à chaud et tout. Je suis pas convaincu en fait de cela. J'ai du mal à dire, il y a plus de méfaits que de bien. J'aurais presque tendance à dire que, enfin, pour moi, Twitter, c'est un forum à ciel ouvert, donc ouvert à tout le monde. Donc j'aurais plus tendance à avoir un côté positif que négatif à la chose. C'est d'ailleurs, enfin, c'est toujours assez amusant. On regarde ça de manière assez amusante, c'est-à-dire que voilà, on est dans l'ère de la brève et du contenu rapide. On s'aperçoit que chez nous, je vais pas caricaturer en disant que plus un article est long, plus il est lu. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que même si on fait des articles de 30 000 signes, ça nous arrive sur des sujets parfois qui pour le grand public sont vraiment obscurs. Ça fait partie des articles les plus lus du site. Donc ça veut dire aussi qu'il y a largement la place pour proposer autre chose que des brèves. Les gens sont demandeurs. Nous, on ne fait pas en fonction, c'est aussi ce qui nous différencie des autres. Enfin, on n'a pas de modèle économique en tant que tel. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on puisse générer du revenu uniquement avec un support internet, c'est-à-dire en plaçant 3 pubs à gauche à droite. Chose qu'il n'y a pas sur une carte posée, il n'y a pas de pub. Et donc, ça nous donne des contraintes financières. On n'a pas de revenus, donc c'est pour notre poche, mais ça nous donne aussi une liberté, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut concrètement, et on s'aperçoit que, bah voilà, si on prend le temps d'écrire, si on prend le temps de raconter une histoire, les gens lisent. Donc, ouais, on est vraiment, sans mauvais jeu de mots, à l'opposé des brèves, même si on en fait un petit peu de temps en temps, pas vraiment beaucoup, mais on en fait quelques-unes. Mais voilà, mais les gens, je reste persuadé que les gens, le public, est capable de lire des articles plus longs, plus fouillés, sait prendre le temps de lire des articles. Certains utilisent les réseaux sociaux pour proposer du contenu rapide, mais original. Rencontre avec Kamel, spécialiste des statistiques, sur Twitter. Donc, je m'appelle Kamel, j'ai 27 ans, j'habite vers Lyon. Je suis supporter de Lyon depuis 17 ans maintenant. Bon, avec, voilà, donc j'adore les stats, comme vous voyez. Je suis fan, j'ai toujours aimé les chiffres. Donc, je suis sur les réseaux sociaux depuis quasiment 3 ans. Bon, je m'étais inscrit en 2012 rapidement, mais bon, j'étais pas revenu depuis, je suis pas revenu entre temps, donc je suis revenu en 2013 pour donner d'abord j'étais venu pour donner des infos mercato en fait. Dans un premier temps en fait à l'époque parce que j'avais une source qui me donnait des très très bonnes infos, notamment celui sur Gaël Danik notamment. Et puis j'ai donné pas mal d'infos pendant tout l'été. Puis ensuite, eh ben, j'ai commencé petit à petit à connaître plus ou moins ce réseau. Puis j'ai commencé à voilà à donner des infos et tout. Bon après j'ai commencé à regarder aussi les journaux le soir. Et puis petit à petit, je suis allé vers les stats depuis maintenant, ça doit faire depuis 2 ans. Donc voilà, avec passion. Donc bon voilà, donc ça me plaît. Et puis voilà, j'adore les chiffres. Et pour moi, ça permet de connaître un peu du monde via ce réseau. Puisque j'ai fait quand même quelques rencontres via ce réseau, parce que c'est bien de discuter comme ça sur Internet et tout, mais bon, c'est aussi intéressant de discuter avec les personnes en réel. Et voilà, donc ce qui est aussi très très intéressant. Ça permet de faire des rencontres et voilà, rencontrer des personnes, notamment dans le monde du foot ou même du rugby. Je m'intéresse aussi au rugby. Même si je fais pas des stades rugby, parce que bon, sinon mes abonnés vont pas kiffer, parce que bon, en général, mes abonnés n'aiment pas trop le rugby. Hein. En fait, c'est vrai que voilà, donc au fil du temps, tu as dû peut-être remarquer, si tu me suis depuis quelques temps, j'ai commencé à plus diversifier. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était que l'OL et c'était que des stats de base, plus ou moins, hein.
des stats, en termes de buts, donc de passes décisives et tout. Mais depuis là, donc au moins depuis la saison, c'est des stats sur la Ligue 1, la Bundesliga, la Liga, la Ligue des Champions, la Serie A, etc., etc. Et j'essaie d'être plus général dans les statistiques. Ça veut dire d'aller chercher des stats déjà officielles. J'ai des statistiques officielles et je vais essayer de chercher des stats plus pertinents. Ça veut dire un joueur qui marque un but ne veut pas forcément dire qu'il a fait un bon match. Si le joueur n'a pas gagné beaucoup de duels, si le joueur n'a pas fait beaucoup de passes décisives, si le joueur a arrêté de tous ses passes entre temps, il fait pas un bon match. Par exemple, Gomis, des fois, il marque certes des buts, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il fait un bon match. Un bon attaquant, c'est pas le joueur qui marque des buts, c'est le joueur qui fait qui fait des bonnes choses sur le terrain. Je veux dire, qui aide ses coéquipiers à être bon, etc., etc., quoi. C'est pas que marquer un but, sinon le joueur il reste devant sa surface et puis voilà quoi, il attend quoi. Il marque son but et puis on dit qu'il fait un bon match. Non, c'est pas ça, c'est pas les statistiques, c'est pas un joueur il a fait un bon match parce qu'il a marqué un but. Il faut être beaucoup plus, il faut aller chercher au-delà. C'est-à-dire c'est le nombre de buts, le nombre de passes, le nombre de passes réussies, voilà. Un peu comme la Casette. La Casette, tu vois qu'au niveau stats, c'est un joueur complet. Hein. Il marque, il fait des passes, voilà quoi. Il est en soutien des autres joueurs comme Fekir, etc., etc. Non, non, honnêtement, j'ai pas de, je fais ça pour le plaisir. Je fais ça pour le plaisir parce que j'adore les stats et puis voilà, puis ça me permet un peu de me distinguer des autres parce que c'est vrai, bon, les autres, de Twitter, en général, ils font plus des commentaires sur les matchs et autres et moi, ça me permet de me distinguer par mon travail entre guillemets par rapport aux autres. Ça me permet voilà de voir une autre vision du foot, sachant que j'essaye d'être plus ou moins objectif sur les stats. Même si parfois, c'est vrai que j'essaye de plus ou moins, ça m'arrive de forcer les stats parce que les joueurs n'ont pas fait un bon match ou parce que ça peut m'arriver, des fois, j'adore le joueur. C'est vrai que ça peut m'arriver. Mais ça permet d'avoir une autre vision du foot qui est plus ou moins accepté. Bon, il y en a qui adorent les statistiques, il y en a qui détestent les statistiques. Après, ça dépend des périodes. Ça veut dire que quand Lyon gagne des matchs, et ben, les statistiques sont bonnes. Et quand Lyon perd comme vendredi soir à Nice, ouais, c'est compliqué de faire les stats parce qu'on est sur la défaite, etc., etc., et que tu ne vas pas donner des bonnes stats. Bon, j'essaie de pas le montrer, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. Donc, voilà. Après, les statistiques, en général, bon, je les prépare plus ou moins avant les matchs. Et parfois, tu as des événements que tu n'as pas préparés avant le match. Hein. Par exemple, si un joueur prend un carton rouge, ou si un joueur marque un triplé, ou si un joueur, si l'équipe perd finalement 4-0, enfin, tu vois, je regarde les stats en temps réel. Donc, je fais les stats comme tu as remarqué en cours de match et après les matchs. Même avant match, désormais, ça aussi, c'est nouveau. Avant, je ne faisais pas, c'était depuis cette saison. Depuis même la fin de saison dernière, j'ai fait des stats d'avant-match. Mais le problème de cette avant-match, c'est que, bon, ça ne m'est pas encore arrivé, c'est de dire par exemple que Lyon est bon contre cette équipe et puis finalement on va perdre contre cette équipe. Puis après on va me dire, ah, tu avais dit que Lyon était bon contre cette équipe alors qu'on a perdu. Bon, ça ne m'est pas encore arrivé, mais bon. Mais c'est vrai que ça peut être aussi un problème des stats d'avant-match. Là, par exemple, la Juve n'a pas encore gagné en France en Ligue des Champions dans son histoire, par exemple, dans un match. Donc, bon. Là, par exemple, je vais sortir des stats, mais bon, il y en a plein de gens qui vont dire ils vont gagner leur premier match mardi ou s'ils gagnent mardi. Et bon, jusque-là, je pense que personne ne va le faire, mais voilà quoi. C'est de dire mais t'avais dit avant le match qu'ils n'avaient pas gagné et tout, et que bon, ça arrive. Mais bon, jusque-là, il n'y a pas eu de souci, tu vois. C'est pour ça que j'avais hésité de faire des stats avant le match, parce que bon, après, on va dire mais t'avais dit ça. Mais bon, après, c'est des stats d'avant match. Hein. C'est pas de ma faute si l'équipe est pas bonne ou si les événements sont contraires. Plus ou moins, ça veut dire que Twitter, ce qui est bien, c'est certes, tu vois, bon, si l'info est bonne ou pas, mais ce qui est bien, c'est que tu peux quand même voir si, plus ou moins, et encore, tu peux voir si, c'est la personne pertinente, ça veut dire qu'il suffit de regarder son compte, regarder son historique, regarder son nombre d'abonnés, et faire un point, quoi. Après, ça ne veut pas dire forcément, et c'est ça ce que j'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'Amel, t'es pertinent parce que tu as 4000 abonnés. Bah oui et non, ça veut dire, oui,
Certes, j'ai 4 000 abonnés, ça veut dire que c'est bon, quand même reconnu, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui ont 500 abonnés ne font pas du bon boulot, ne sont pas pertinents non plus. Ça veut rien dire. Il faut regarder l'historique et le travail de la personne. C'est un petit peu comme connaître une personne dans la vie de tous les jours. C'est pas parce que c'est pas au bout de 5 minutes que tu vas connaître la personne. Il faut regarder ce qu'elle a fait avant, quoi. Donc là, c'est à peu près, là, c'est aussi le cas. C'est pas parce que j'ai 4 000 abonnés que, voilà, j'avais 500 abonnés il y a 15 mois. J'avais 500 abonnés il y a 15 mois. Bon, après, j'ai réussi à me faire une petite réputation grâce aux stats et tout. Mais voilà. Après, ça veut pas dire que, voilà, bon. Après, j'ai aussi encore du travail. Bon, c'est un peu logique, j'ai aussi un peu de travail encore à faire. Je peux encore améliorer mes statistiques comme je me suis amélioré encore cette saison. Je fais des choses cette saison que je faisais pas la saison dernière, comme je te disais. Donc voilà. Bah, notamment, bon, après, au niveau, si on prend au niveau, comme je t'ai dit, au niveau statistique, bah, aujourd'hui, tu as des tableaux de bord qui sont euh, plus ouverts, plus généraux qu'à une époque. Comme je t'ai dit, il y a des stats là, officielles qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et puis, bah, après, comme je t'ai dit, ça nous permet de s'ouvrir au monde, en fait. Parce qu'avant, comme je te disais, je faisais des stats sur un forum, donc il y avait que, c'était qu'entre nous. Et désormais, je peux faire des stats qui peut être vu par les journalistes, qui peut être vu par tout le monde, et qui peut être relayé, qui peut me donner une bonne image, effectivement. Même si c'est pas le but, comme je te dit à la base, ça peut être mon but, me faire connaître pour travailler dans un club ou autre, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut être effectivement beaucoup de personnes grâce à Twitter ont, ont connu des personnes et ont pu avoir des boulots. Ça arrive très très souvent. Si tu regardes bien, dernièrement, beaucoup de personnes qui n'étaient pas connues, et qui sont allées sur Twitter et qui ont fait du bon boulot, ont pu aller travailler sur sur des journaux ou sur des sites. Ça arrive de plus en plus. Ça permet de te faire connaître maintenant les réseaux sociaux. En tout cas, Twitter, Facebook, c'est un peu plus différent. De plus en plus je sais que Tristan Gourcuff avait un tableau de bord comme pas mal de coachs qui ont des tableaux de bord de joueurs, en fait, des stats, qui demandent des fois à leur staff. Bon, tu sais que des fois, même tout le temps, quand les entraîneurs connaissent pas l'équipe adverse, ils demandent bon, au staff d'aller observer des matchs. Et voilà, donc non seulement ils observent des matchs, puis avant d'observer des matchs, tu regardes les statistiques des joueurs. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, regarder les statistiques générales, c'est pas suffisant, il faut aller au-delà. Ça veut dire que aujourd'hui, voilà, par exemple, un milieu de terrain, il a un milieu de terrain qui a aussi 100% des passes, ça veut rien dire. S'il a aussi 100% des passes, mais qu'il a aussi que des passes à 1 mètre devant lui, ça sert à rien. S'il n'a pas réussi des passes qui ont créé de l'occasion de but, ça sert à rien. S'il n'a pas gagné de duel, ça sert à rien. Il fallait au-delà de la statistique, en fait. Et aujourd'hui, ce qui est bien avec avec les nouveaux outils, c'est qu'on peut avoir d'autres éléments de statistiques d'un joueur, ce qu'on n'avait pas avant. Par exemple, le pourcentage de duels gagnés avant, on l'avait peut-être pas. Le pourcentage le nombre d'occasions créées, il n'y avait pas avant, par exemple. Ou le nombre de tas réussis, ou d'engagements. Voilà, c'est selon comme tu as remarqué, c'est selon le poste auquel on regarde les statistiques. C'est-à-dire, par exemple, pour le défenseur, on va plus regarder les dégagements, les tacles et le nombre de ballons récupérés. Alors que pour l'attaquant, c'est plus des occasions créées, le nombre de passes décisives, le nombre de buts, etc., etc. En fait, ça dépend du poste. Mais c'est vrai de plus en plus, par exemple, le président regarde souvent mes statistiques, effectivement. Même des fois, il aime ou il retweet mes statistiques, ça lui arrive souvent, il regarde de temps en temps. Même si parfois, ça porte préjudice parce que par exemple, il avait retweeté les stats générales de la rencontre Dijon-Lyon, où Lyon avait perdu 4-2. Lyon avait, c'est vrai, dominé, mais c'est vrai que malheureusement, il s'est basé sur la statistique pour dire que Lyon avait pas fait un mauvais match, tu vois, quoi. Alors que quand tu vois les statistiques, au fond, tu peux dire Lyon a certes dominé le match, mais Lyon n'a pas été efficace. Et l'efficacité dans le foot, c'est très très important. De toute façon, l'essentiel, c'est le score final à l'arrivée. Mais pour être très bon, de toute façon, les meilleurs joueurs du monde, c'est les joueurs les plus efficaces.
les joueurs, ils ont des très bonnes statistiques, mais c'est aussi les joueurs les plus efficaces. Par exemple, les attaquants là, devant le but Messi, là, comme Ronaldo, ils ont un ratio au tir-but très très élevé. Les meilleurs quasiment du monde. Ils sont très très efficaces. C'est ce qui fait un très très bon joueur. L'efficacité, c'est très 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 important. C'est pour ça tout à l'heure, je te disais, un but, ça veut rien dire, parce que si le joueur il a tiré 12 fois au but, bon, il a pas fait non plus un drôle de match. Il a marqué un but, certes, il a marqué un but, mais s'il a fait un but en 12 tirs, c'est pas la même chose qu'un but en un tir ou en 3 tirs, etc., etc. Il faut aller au-delà de la statistique. Tu sais, toi, bon, tu connais les stats de base, hein. Un attaquant, on va dire qu'il a fait un but, tu vois. L'avantage des statistiques aujourd'hui, c'est d'aller au-delà de cette statistique-là. Parce que dire qu'un attaquant a marqué un but, ça veut rien dire. Ça veut pas dire forcément qu'il a fait un bon match, en fait. Alors, ça m'arrive malheureusement souvent. Ça m'est arrivé souvent, hein, notamment, bon, des fois, ça m'arrive de sortir des bonnes statistiques sur Lacazette ou sur autre. Bon, on commence à dire, ah, mais les supporters de Lyon et tout. Mais après, notamment, bon, j'avais les supporters parisiens cet été, ils ont dit, ah, ben non, finalement, j'aurais ton astérisque, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, ben, je vois que tu sors aussi sur des statistiques sur Paris, on voit que, bon, c'est des statistiques objectives et tout. Les statistiques sur Lyon, il n'y a pas que des statistiques positives. Là, par exemple, c'est un peu logique. Les statistiques, en général, on dit souvent, les chiffres ne mentent pas. Là, si Lyon continue à faire une mauvaise série, les statistiques seront très très mauvaises. Là, par exemple, si Lyon perd encore mardi, il va avoir une statistique terrible que je vais sortir, que j'ai déjà préparée. Donc, tu dois te préparer à ça. Comme ça, je fais un petit teasing. Mais si Lyon perd mardi, il va avoir une statistique qui va faire très mal. Donc, parce que ça fera encore une défaite, là. Donc, depuis le début de la saison, donc ça ferait qu'on ne soit pas beaucoup. Enfin, après, il n'y a pas de secret. Ça veut dire que bon, si l'équipe fait des bonnes performances, les statistiques seront bonnes. Comme les bons joueurs ont des très bonnes statistiques, par exemple, c'est compliqué de sortir de mauvaises statistiques sur Messi ou sur Ronaldo. Et si les statistiques sont mauvaises, bon, bah, ça veut dire que l'équipe n'est pas bonne. Après, mon but, je te dis, c'est d'être pertinent. Ça veut dire d'aller chercher au-delà de la statistique qu'on connaît tous, que toi-même, tu peux chercher sur Internet. Par exemple, tu sais que Gomis, là, tu regardes le match, tu sais qu'il a marqué un but. Je ne vais pas dire, bon, bah, Gomis a marqué un but, il a fait un bon match. Tu vois, tu le sais toi-même qu'il a marqué un but. Il faut aller au-delà, il faut voir les choses que tu ne peux pas voir. Son nombre de duels gagnés, son nombre de ballons gagnés, son nombre de ballons perdus, etc., etc. Il faut aller chercher au-delà. Il faut chercher des choses que les autres n'ont pas, en fait. Pour se distinguer d'eux, j'essaie de me distinguer des autres, en fait. Avec mes... Se distinguer. C'est également le but de Football Ski. Le site internet s'intéresse au championnat un peu moins médiatisé. Rencontre avec le papa, Pierre. Du coup, je m'appelle Pierre Villemot, j'ai 21 ans, je suis étudiant à l'université à Metz et on va dire pour combler mon temps libre, je fais football ski depuis maintenant quasiment 3 ans. On a fondé le site avec une petite bande, on va dire, de personnes qui s'intéressaient au football de l'Est, parce que le football ski est un site spécialisé dans le football est-européen, où on couvre énormément de pays. Donc. Et au fil du temps, donc, le site a évolué pour devenir, enfin le blog, c'était au début un blog pour devenir un site avec maintenant une vingtaine de rédacteurs qui sont répartis un peu dans toute dans le monde, hein, enfin dans toute l'Europe. Ça va de la Russie, la Sibérie, Moldavie, etc. Mais on est un site encore totalement amateur dans le sens où on essaye de faire en tout cas du travail de qualité et professionnel le plus professionnel possible, mais on ne vit pas de football ski, quoi. Et moi non plus du coup. En fait, le but, c'était surtout déjà de mettre en lumière, parce qu'on voyait quand même qu'il y avait un énorme manque en France, alors que par exemple, dans les sites anglo-saxons, on peut quand même voir une certaine mise en lumière, en tout cas par intermittence de ces championnats-là et de ce football-là. Mais en France, il y avait quand même un certain manque, que ce soit déjà de culture et puis de connaissances, etc. Et donc, on est parti de cet avis-là et pour fonder ce site-là et pour apporter, on va dire, les connaissances qu'on avait. Donc après, nous, notre but, c'est pas vraiment de faire, par exemple, on voit en ce moment, il y a beaucoup de sites qui veulent miser sur les news, sur les articles très très courts pour pas perdre l'auditeur
enfin le lecteur, pardon. Nous, notre but, c'est surtout de faire des très très longs formats. On va dire plus c'est long, mieux c'est chez nous. Et c'est surtout de mixer, on va dire, une certaine culture du football avec l'histoire de nos pays, et de raconter en fait l'histoire de nos pays ou des petites histoires qui sont pas forcément très connues en France, voire même dans les pays d'ailleurs en question. Notre premier angle de vue quand on veut traiter d'un sujet et quand on pense qu'un sujet peut être bon, c'est l'histoire qu'il y a derrière en fait. Donc un joueur, limite c'est même mieux des fois qu'un joueur joue en D3 par exemple, un joueur qui joue en troisième division moldave aura peut-être forcément plus à dire que, je sais pas, une superstar que tout le monde connaît. Parce que c'est des mecs qui ont une histoire, qui ont une vie monstrueuse et qui ont des anecdotes pas possibles. Donc, d'un côté, déjà humain, le rapport humain qu'on peut avoir avec le joueur en question, si on fait une interview par exemple, il est décuplé, par exemple, que, je sais pas moi, un joueur de Ligue 1 qui est connu ou une superstar, entre guillemets, quoi. Et après, comme tu le dis, ouais, en Europe de l'Est, bon, il y a quand même une certaine culture de la formation. De toute façon, maintenant, les clubs ne peuvent vivre que de ça, donc on peut voir beaucoup de prodiges éclore. Et bon, c'est pas nouveau, hein, de toute façon, qu'en Europe de l'Est, il y a énormément de qualité dans le football. Donc, les clubs de Ligue 1 commencent peu à peu à s'intéresser à ce championnat, même si bon, c'est pas encore folichon, mais on voit quand même de jeunes prodiges qui peuvent éclore. Et puis de toute façon, maintenant, avec les problèmes financiers de pas mal de clubs, que ce soit en France ou même un peu partout en Europe, on est bien obligé de se tourner vers des championnats, on va dire, moins médiatisés et moins cotés. Là, pour l'Euro, on a eu quand même pas mal de sollicitations. On a fait l'Euro 2016, c'était un peu on voulait que ce soit un peu notre carte de visite, si tu veux, parce que forcément, il y avait énormément de pays qui venaient d'Europe de l'Est, donc on s'est dit, si on ne le fait pas maintenant, on le fera jamais, et visiblement, ça a plutôt bien marché, parce qu'on a eu énormément de retours, on a eu énormément de visites, on a sorti quasiment 90 articles, quelque chose comme ça, grosso modo, et c'était que des portraits, des longs articles, etc., donc on a eu une grosse couverture de l'Euro. Et en même temps, bon, forcément, avec les événements qu'il y a eu, on a eu une grosse exposition médiatique. On est passé dans l'équipe, dans pas mal de médias, parce qu'avec les hooligans russes notamment, ça nous a fait. Les gens sont venus nous voir, quoi, parce qu'on était au final les seules personnes en France, avec quelques autres personnes, mais on était un peu les seules personnes qui pouvaient répondre aux questions des journalistes, des grands médias, entre guillemets. Ah bah ça forcément. Après, on va dire que l'expérience internet des sites est assez. On ne sait jamais de ce que demain sera fait, on va dire, avec les sites internet. C'est en principe la durée de vie, l'espérance de vie d'un site internet, c'est assez court. Nous, ça fait presque 3 ans, donc c'est déjà pas mal. Lucarne opposé, j'en parle pas, ça fait presque 10 ans, il me semble. Donc c'est le parrain du métier, on va dire. Mais on ne sait jamais si dans 2 ans on sera toujours là, mais si on est encore là, en tout cas, ouais, la Coupe du Monde en Russie, de toute façon, c'est quelque chose à pas louper non plus pour nous. Et comme on connaît très très bien le pays, on y a été souvent. On a 4 rédacteurs qui y habitent encore en ce moment, donc on va dire qu'on a de quoi faire pour pouvoir proposer quelque chose qui est différent en tout cas des grands médias et qui pourrait plaire à un certain public. Mais après, bon, c'est toujours un public de niche, on va dire, qu'on vise, donc c'est assez compliqué de pouvoir grandir très rapidement, quoi. Nous, on a une rubrique qui s'appelle l'œil du recruteur, qui est un peu, on va dire, un travail de scout, si tu veux, où on présente un joueur, ses qualités, ses défauts, on axe ça sur des vidéos de présentation, sur des images qui montrent des actions, etc. Et la plupart, au final, là, on a lancé cette rubrique il y a un an à peu près. Et on s'est rendu compte qu'au final, la plupart des mecs qu'on a présentés, ils ont tous signé pour des clubs en Europe, que ce soit en Bundesliga, à Benfica, des choses comme ça. Donc bon, il y a pas mal de jeunes pousses qui marchent pas mal dans nos championnats et qui arrivent à s'exporter plus ou moins bien, ça dépend. Mais ouais, il y a de quoi faire. Bon, je vais pas donner les noms, non. Mais après, bon, c'est le jeu. Mais honnêtement, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire.
plupart du temps, moi j'ai toujours dit, moi je fais ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire. Et puis bon, s'il y a des personnes qui aiment juste critiquer et on va dire pas faire autre chose, quoi, et s'occuper juste pour critiquer, bon bah ils font ce qu'ils veulent, hein. Après c'est le jeu, on a tous, je pense, tous connu ça de toute façon. Donc dans tous les cas, on peut pas, hein, on est obligé d'y passer. Mais après non, on n'est pas, je vais pas non plus dire qu'on est attaqué de toutes parts, hein. On est vraiment, on a été quand même soutenu par pas mal de monde. Je vois même au final les médias, les pros, les journalistes, etc. On n'a jamais vraiment eu de soucis, à part quelques personnes qui pouvaient plagier parfois, mais sinon, même les journalistes, par exemple, je pense à Denis Balbert, qui peut nous citer souvent sur W9 quand il y a des équipes en Europe de l'Est, en Europa League, des choses comme ça, ou même des personnes de beIN Sport et d'autres personnes dans l'équipe, etc. Ils ont toujours été bienveillants avec nous, donc bon, ça va. Honnêtement, pour ça, on n'a pas été les pires. J'en connais qui ont été attaqués un peu plus frontalement, on va dire. Bah après moi j'ai envie, enfin ça accroche, oui et non, parce qu'au final nous on a quand même une audience assez faible comparé à des médias comme l'équipe ou d'autres, ou Eurosport, etc., qui eux en plus, hein, ont le problème économique, c'est-à-dire qu'ils doivent quand même gagner de la thune. Et pour gagner de la thune, malheureusement, il faut aussi comprendre que les gens, bah, au final, ce qui les intéresse, on dit souvent qu'il faudrait qu'on nous donne plus d'articles de qualité au final, mais au final, les lecteurs, 50% du temps, ils lisent un article et puis ils veulent pas y passer plus d'une minute, quoi. Et c'est aussi lié à tout ce qui est l'expansion de smartphones, etc. Et puis maintenant, les gens lisent, on va dire, quand ils ont un peu de temps, mais alors que nous, il faut vraiment prendre son temps, tu vois. Et on a des articles, la dernière fois, j'ai fait une interview, WordPress estimait le temps de lecture, c'était à 35 minutes. Donc c'est pas des articles jetables, quoi. Donc il faut vraiment se poser et puis pouvoir lire. Après nous comme on a au final on répond de rien, on fait ça juste par passion et il n'y a aucun problème économique de notre côté vu qu'au final on gagne rien du tout avec football ski et on perd plus de l'argent qu'autre chose au final. Mais après bon c'est une vision perso, j'aime pas voir ce que peuvent devenir certains médias et comment les futurs journalistes, surtout les futurs journalistes vont être, quoi. Quand on voit que la formation de certaines écoles au métier, en gros, ils t'apprennent à faire des news, quoi, parce qu'il faut pas perdre le lectorat, etc. Et ça, bon, forcément, honnêtement, je pense que ça fait chier tout le monde, hein. Même écrire une personne, la plupart des personnes qui doivent écrire ça, je pense que c'est pas ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on a la chance de pouvoir justement faire ce qu'on veut et on le fait avec passion, quoi. Donc on répond de rien, quoi. C'est juste la passion qui nous guide. Après, bah en fait, si tu veux, il n'y a pas forcément beaucoup de journalistes en fait du football ski. Il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui ont fait des écoles de journalisme ou qui sont encore en train, hein, d'être en école de journalisme. Il y a des personnes qui ont strictement rien à voir là-dedans et qui écrivent juste pour la passion et parce qu'ils aiment un championnat ou une équipe nationale, enfin, que sais-je, ou même parce qu'ils y habitent pour d'autres études qui ont rien à voir avec le journalisme. Euh, mais ouais, je pense de toute façon, c'est le meilleur centre de formation possible si on veut vraiment être journaliste et pas, on va dire, formatisé aux écoles de journalisme. De toute façon, c'est de mettre les mains dedans le plus tôt possible. Moi, j'ai commencé à écrire sur le football slovaque, j'avais 15 ans sur le corps opposé, justement. Et donc, au fil des années, donc ça m'a formé forcément un certain aspect critique sur le métier. Et maintenant, le métier, au final, je le connais. Enfin, en tout cas, je connais l'envers du décor. Je sais qu'il y a à l'intérieur. Je sais que c'est pas forcément très rose. Et en même temps, je sais que c'est quelque chose. Faut vraiment avoir la passion, quoi, pour pouvoir le faire, parce que bon, vivre de pige, etc. C'est pas forcément la chose la plus facile au monde. Très actif sur les réseaux sociaux, Fabien dit France Fatbull a conclu plusieurs projets sur la toile, tout en restant méfiant sur les dangers d'Internet. Eh ben, écoute, je suis Fabien, j'ai 31 ans, je suis ingénieur dans la vie
Et je suis passionné alors je suis pas vraiment un ultra passionné de foot, mais je suis un ultra passionné de mon club, du Sporting Club de Bastia. Du coup, ça tourne un peu autour de lui, ce que je fais, ce que je peux voir aussi, puisque ces derniers temps, j'ai pas trop eu l'occasion de regarder d'autres matchs que ceux du Sporting. Puis voilà, un petit peu, en fait, j'ai été, comme beaucoup de personnes, je suis tombé amoureux du foot et du club que j'aime par le papa. Et donc, mon premier match à Bastia, je devais avoir 6 ans, ouais. En 80, c'était l'année d'avant la catastrophe de Fourienne. Et donc c'était en 91 et c'était un Bastia Rodez en D2, quoi. Donc pour te dire le truc, ça m'a marqué un peu au phare rouge de voir tous ces gens qui sont d'origines différentes, t'as aussi bien un chef d'entreprise qu'un mec au chômage qui sont là les uns à côté des autres, qui crient, qui insultent un peu, qui font un peu n'importe quoi. Et puis ça m'a bien plu. C'était une des premières fois où j'ai vu mon père en dehors du cercle parental, quoi. Il était complètement dingue. Il criait partout. Et puis moi j'étais tout petit, alors j'ai vu dire des gros mots et tout. Alors le soir même, je suis allé voir ma mère. Ah, papa, il a dit l'arbitre enculé. Et puis moi j'étais trop content parce que je pouvais le dire aussi, donc c'était cool. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai eu l'occasion de faire quelques matchs sympas. La finale la première finale de la Coupe de la Ligue au Parc des Princes en 95, où on était parqués, on était en masse et on était parqués dans un tout petit périmètre, et bon, on perd sur pas grand chose ce jour-là contre le PSG, qui jouait au final chez eux pour cette première finale. Des bons souvenirs comme ça qui restent. Et puis après des belles petites choses, puisque mon père en fait aussi m'a un peu éduqué sur l'épopée européenne de Bastia en 78, sur la Coupe de France en 81. Donc j'ai vécu un peu à côté de ça. Et puis moi depuis je vis sur le continent, à côté de Toulon, et j'essaie de faire des déplacements dans l'année. Bon, c'est de plus en plus dur parce que j'ai 2 enfants, 2 petites filles, donc il y a la vie de papa maintenant aussi qui est à prendre en compte. Donc je suis pas 50 deps dans l'année, je suis pas un ultra, mais je suis intéressé par ce monde-là. J'ai des potes qui gravitent autour, moi je gravite un petit peu autour. Puis j'arrive pas trop à concevoir un match de foot assis à consommer, quoi. Si je veux faire ça, je m'assois devant la télé. Si je suis en tribune, je suis debout, je crie, je chante. Voilà, c'est ça que j'aime. C'est ça qui est intéressant dans le foot, et c'est ce qui fait que je suis amoureux de mon club. Et bon, je suis un peu moins amoureux du football maintenant, parce que je trouve qu'il a complètement déraillé. Mais bon, après, moi, à côté, j'écris des trucs autour du foot, dont un des plus gros trucs que j'ai fait en compagnie d'un collègue de boulot à moi, où entre midi et 2, en fait, on prenait du temps ensemble et on a fait le dossier qui s'appelle Il était une fois la tactique, qui est disponible sur le site de Tout le monde s'en fout, où j'écrivais régulièrement, où j'écris beaucoup moins, parce que maintenant j'écris beaucoup moins. Et puis voilà, après, ils m'ont toujours ouvert le site pour faire mes critiques, pour faire un peu tout. Et puis le dossier de la tactique a bien pris. Il y a eu pas mal de bons retours. Et puis c'est passé à peu près en même temps que le super livre des cahiers du football des managers, et qui m'a aussi pas mal marqué, parce que j'ai trouvé vraiment excellent. Et donc c'est assez rigolo, parce que moi j'ai commencé à écrire ces trucs-là
un petit peu avant, et puis au final, en lisant leurs trucs, je me suis rendu compte que bon, j'ai pas dit trop de conneries, donc ça c'est cool parce que ça reste quand même la référence des cahiers du foot en ce qui concerne en tout cas tout ce qui est dossier tactique. Donc ça m'a bien fait plaisir. Et puis après à côté, moi j'écris pas mal pour autour de mon club aussi. Là maintenant, je fais plus des petites interviews d'anciens joueurs de foot qui ont marqué l'histoire du club de Bastia. Et puis j'ai de moins en moins de temps pour écrire, je t'avoue aussi. J'ai d'autres obligations qui font que entre le taf prenant, entre la famille, on a forcément un peu moins de temps pour faire ce qu'on veut aussi. Le dossier sur la tactique, en fait, c'est parti d'un délire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, mon collègue qui est un grand passionné de foot et qui a joué très longtemps au foot aussi, qui est italien et qui, lui, a vraiment baigné dans la tactique. On parlait souvent de la tactique, on était toujours à fond, et puis on s'est dit, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages en français sur le sujet. Alors tu trouves pléthore de trucs sur internet en anglais ou en italien, et c'est d'ailleurs ces deux langues-là qui nous ont, enfin en tout cas la plupart des articles qu'on a pu faire, on s'est inspiré de trucs sur le sujet dans ces langues-là, parce que eux ils ont cette culture vraiment, hein. Tu regardes les Italiens, tu vois les années 90, les années 80 autour de Sacchi, c'est énorme, quoi, ce qu'ils ont fait. Ils ont modelé le foot, les Anglais l'ont fabriqué, et c'est assez sympa de voir l'aspect un peu culturel aussi autour de ça, parce que on se rend compte que en France on a aussi beaucoup misé sur le physique. Alors ouais, c'est sûr que c'est un peu bateau ce que je dis, mais c'est vrai, quoi. On a énormément misé sur le physique. Alors il y a eu des clubs qui ont fait des belles choses, hein. Le FC Nantes, à la belle époque, ça envoyait pas mal de jeux. Ça jouait à une touche de balle, ça jouait dans la profondeur, ça a amené des choses au football français. Après, franchement, au-delà de ça, il n'y a pas eu non plus des événements marquants qui ont fait que la tactique en France a été en tout cas un point essentiel, quoi. On s'est plus inspiré de ce qui se passait autour que créateur sur ce sujet. Par contre, à côté, tu as eu des super bons joueurs qui, eux, ont après évolué dans les championnats étrangers, qui ont glané cet aspect-là au fur et à mesure du temps, quoi. C'est exactement ça. Enfin, j'arrive pas trop à imaginer. Enfin, ouais, c'est sûr que bon, tu peux t'amuser à faire des blagues sur Twitter et puis sur Facebook pour essayer de gagner du follow ou gagner du retweet ou je sais pas quoi. Franchement, moi, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est pas un but en soi. Je vise pas à faire carrière sur le sujet. Non, moi j'ai eu plusieurs tribunes, et c'est ça qui m'a permis de pouvoir m'exprimer. Et ça me rend super content, parce que un site comme Tout le monde s'en fout, qui est assez méconnu du grand public, et fournit quand même des choses assez sympas. Et puis à côté, c'est pas la recherche, elle est pas dans le buzz, ok, la femme de machin, elle a couché avec un autre joueur. Bon, ça, moi je m'en fous un peu, quoi. C'est pas mon délire. Et puis ça alimente Twitter, hein. Alors là, le nombre de fois où je me suis embrouillé sur Twitter, et au final je me dis, mais je suis débile, pourquoi je rentre dans ce truc-là? Enfin, sincèrement, je vis sur le continent, j'ai un boulot, je paye mes impôts, et je me fais insulter de sale Corse parce que je chante en Corse, parce que oui, ok, d'accord, il y a des trucs qui sont pas bien, mais pas tout le monde dans le même panier non plus, quoi. Faut arrêter un moment. Enfin bref, c'est toujours passionnel, et qui dit passionnel dit aussi des fois des raccourcis qui sont assez rapides, et on en paye un peu le prix parce que quand tu as la passion, la raison est parfois un peu masquée.
Et moi qui suis ingé, qui suis censé être plutôt rationnel dans ma façon de penser au jour le jour, quand je suis au stade, mon cerveau, il est dans le coffre de la voiture, quoi. Je t'avoue que c'est le cœur qui parle et c'est les tripes qui parlent et ça te fait ressentir. T'as un aspect primitif qui est présent quand t'es dans le stade, quoi. Dans les années 90, il y avait des trucs, mais tu te dis, mais si c'était maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a le feu aux poudres tous les jours, quoi. Je pense à la tête de porc que Figo il avait reçu à Barcelone quand il est arrivé. Enfin, c'est des trucs comme ça. Tu te dis, mais t'imagines maintenant ce genre de truc, c'est impensable. C'est impensable parce que ça prendrait des proportions mais tellement énormes. Il y a plusieurs trucs. C'est que bon, déjà moi les réseaux sociaux. Moi, quand je suis arrivé sur Twitter, c'était il y a 3 ans à peu près. Enfin, moi, j'y suis allé plus dans l'ambiance. Ouais, c'est cool, on va pouvoir partager des trucs. Bon, t'as pas beaucoup de caractère pour faire passer ton message, tu vois, mais bon, voilà, c'est un lieu où tu te dis t'es là pour échanger. Mais au final, c'est un peu sectaire. Enfin, moi, les méfaits des réseaux sociaux, c'est qu'en fait, tu te caches derrière le fait que ça s'appelle réseau social. Mais ça a de social, que le nom, quoi. Parce qu'au final, tu y vas avec un a priori. On est d'accord? Moi, je suis supporter de Bastia. Les mecs que je suis, généralement, ça tourne autour de ça. Bon, même si je m'ouvre un peu à d'autres trucs, mais tu tournes autour de ce truc et au final, tu es en vase clos. Tu vois un truc, tu vas le relayer. Tu vas relayer ce truc-là, tu vas te dire, ouais, c'est de la merde, machin et tout. Et au final, tu vois, tu as un a priori sur le sujet. Et au final, tu vas relayer que ce sujet-là. Et au final, bah, tu pourris le truc. Et en fait, tu construis ta manière de penser sur des thématiques sur un avis qui est déjà biaisé. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, tu te retrouves où en fait, les mecs, ils se prennent pour des pseudo-journalistes, mais tous les avis, ils sont subjectifs. Du coup, tu sais jamais qui a tort, tu sais jamais qui a raison, tu sais jamais, tu peux balancer des fausses infos, le truc, ça va passer, ça va faire le buzz, et puis voilà. Et derrière, bah, tu te dis, putain, tu réunis systématiquement la situation. Je veux dire, tu peux pas rentrer dans une discussion. Enfin, moi, ça m'est arrivé très rarement de rentrer dans une discussion où, genre, ça m'a permis de voir autrement, de m'ouvrir un peu, quoi. Ce truc, c'est tellement sectaire, t'es biaisé. T'es biaisé systématiquement sur tout ce que tu vas faire. Alors, par contre, il y a, à contrario, c'est que c'est un outil de fou si tu veux faire passer. Si tu veux, bah, enfin, moi, je l'utilise pour relayer mes petits papiers, mes trucs comme ça. Enfin, c'est génial parce que ça te permet quand même de faire un trait d'union entre les gens, de discuter sur les sujets. Mais c'est vrai que bon, l'aspect négatif, il est que voilà, enfin, moi je trouve que voilà, c'est un réseau qui est sectaire. Et je me dis quand même, je vois beaucoup, c'est des mecs qui ont entre 15 et 25 ans qui sont souvent les plus en mode premier degré. Alors c'est peut-être aussi ceux qui sont plus aussi sur les réseaux sociaux, hein, tu me diras. Mais moi j'ai l'impression que tu vois, il y a aussi ça le truc, c'est que on ne s'est pas rendu compte à quel point ça allait changer notre manière d'appréhender l'information. Et à partir du moment où en fait l'information elle t'arrive brute, elle t'arrive tellement brute qu'au final c'est toi qui peux la tailler comme tu veux. Et c'est ça qui est des fois compliqué à gérer parce que tu peux en faire ce que tu veux. Donc ouais, ce serait pas mal qu'on arrive à trouver, je sais pas, mais en tout cas à sensibiliser un peu. Bon, c'est vrai que Internet peut permettre. Après, c'est vrai que ce que je dis sur les réseaux sociaux, c'est même un peu plus général avec l'explosion d'Internet de ces 20 dernières années. C'est-à-dire que tu peux, toi, jeune adulte avec un avis sur telle et telle chose, là, je peux écrire et je peux partager à tout le monde. Le truc, c'est qu'en fait, c'est génial, mais d'un autre côté, tu te dis, si tu as des idées de merde, tu partages quand même des idées de merde. Donc, du coup, c'est génial, ok, mais ça a ses limites aussi, quoi. Faut toujours voir les deux aspects, je pense. Mais sur les bienfaits des réseaux sociaux, je pense que, bon, après, j'ai des discussions avec pas mal de
pas mal d'autres supporters d'autres équipes, des mecs de Toulouse, des mecs de Saint-Étienne ou de Bordeaux, qui sont généralement autour. Enfin, ces trois clubs sont pas forcément ceux avec lesquels on a le plus aussi d'animosité quand ils supporters de Bastia. Mais je veux dire, après, voilà, ça reste plutôt cordial quand il y a du respect. Et ça te permet d'échanger, de délirer. Je me suis fait interviewer par le Capitol Football Club, c'est un des mecs sur Twitter, Birgugnou. Le mec, il est génial, tu vois. On échange, on déconne ensemble. Bon, c'est cool. Et puis, bon, à contrario, des fois, tu tombes sur des gros connards et bon, il faut essayer de passer outre. Donc, ouais, il y a quand même des trucs super. Sinon, j'y serais pas, clairement. Après, j'y passe beaucoup moins de temps qu'avant, mais quand même, tu te dis, bon, faut faire la part des choses, c'est pas la vraie vie. Et moi, j'ai l'impression que, bon, je veux pas faire le vieux con, mais les générations qui sont derrière nous, j'ai un peu l'impression qu'ils se construisent aussi tous leurs avis sur ces trucs-là, quoi. Sans vouloir stigmatiser non plus, mais j'ai l'impression que voilà, on est dans de l'information fast-food, quoi. C'est-à-dire que c'est vite pondu pour faire le buzz, on fait un gros titre, on passe plus de temps à trouver l'idée du titre pour que les gens y cliquent, plutôt que le contenu. Et donc tu vises le contenu mais pas le contenu, et derrière les gens ils cliquent, ils ont déjà l'a priori, ils lisent le truc, oui c'est vrai, j'avais raison, c'est trop cool. Ouais, au final tu vois, c'est aussi vite lu que aussi vite rédigé, c'est aussi vite oublié, quoi. Donc voilà, moi c'est sur ces trucs là, ça me saoule. Et puis derrière, des fois tu tombes sur des trucs mais de fou, quoi, parce que tu t'intéresses un peu au football et tu tombes sur des sites comme Football Ski qui relatent des trucs sur le football des pays de l'Est, mais tu te dis, mais tu vois, sans Internet, j'aurais jamais découvert ce truc-là. Et moi, j'aurais jamais suivi la première division polonaise avec des commentaires en polonais et puis des tweets des mecs qui me font marrer parce que les gars, ils sont passionnés de foot et ils sont... Voilà, tu vois, il y a des trucs, c'est ouf, quoi. Le cahier du foot, c'est pareil, hors-jeu. Enfin, tu vois, il y a plein de sites que j'ai connus grâce à Twitter et grâce aux réseaux sociaux. Pareil, moi je suis sur un compte humoristique avec quelques mecs qui sont issus de différents clubs de Ligue 1 qui s'appellent Toto Sport, où voilà, c'est plus de la déconne qu'autre chose. Voilà, tu peux quand même trouver chaussures à ton pied, mais après, moi ce qui me saoule un peu, c'est qu'on prend souvent pour argent comptant ce qu'on voit aussi. Il y a trop de premiers degrés. Comptoir virtuel, le truc. Après, voilà, c'est dans le comptoir virtuel, c'est comme au bar, t'en as toujours un qui va raconter de la merde, et puis t'en as d'autres qui vont te sortir des trucs, tu vas faire waouh, ok. Et puis ça va te faire changer un peu d'avis. Ouais, je pense que c'est un bon, c'est un peu ce que tu vois dans la réalité, mais le truc c'est que c'est tellement amplifié, et puis il y a tellement de masse, tu vois. Enfin, je veux dire, ça grouille, quoi. Il y a tellement d'informations qui arrivent qu'au final, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu peux te construire. En fait, tu peux retrouver exactement la vie que tu penses en fouillant et en disant, voilà, au final, ce que je dis, c'est vrai, voilà. Tel mec, il le dit aussi, il y a tel article qui le dit, parce qu'au final, tu as tellement de papiers qui sortent, tu as tellement de machins, tu as tellement d'avis différents. Toi, ton avis, tu vas toujours trouver chaussure à ton pied aussi sur ces trucs-là. Et au final, tu vas peut-être pas forcément t'ouvrir aux autres non plus. Et c'est un risque. Et c'est comme tout, c'est que je pense que voilà, il faut aussi arriver sur les réseaux sociaux en se disant, ok, je connais aussi les limites du truc. Et quand tu connais les limites du truc, c'est vrai que tu prends plus de plaisir à éviter les embrouilles de bas étage qui servent pas à grand chose. Et puis te concentrer sur des mecs qui te proposent des trucs assez sympas. C'est vrai que les gifs de Filou, ils sont, voilà, c'est toujours rigolo. En plus, c'est jamais méchant en plus. Tu vois, c'est cool. Il y a quand même il y a des belles choses. De belles choses. Et des personnes qui réussissent à transformer leurs mini-projets sur Internet en entreprise. C'est le cas notamment de PK Foot. Moi, j'ai 30 ans. J'ai lancé mon entreprise de web marketing, qui est une agence en fait qui dérive un petit peu du blog que j'ai créé il y a 7 ans maintenant. Donc il y a justement PK Foot, que tu connais du coup sur les réseaux sociaux et sur le site internet.
On a une ligne édito qui est un petit peu particulière, hein, qui est celle de transmettre des émotions via le sport. Et j'ai réussi à fédérer une bonne communauté de rédacteurs et puis une grande communauté de passionnés depuis ces 7 années. On a à l'origine participé à des événements et puis petit à petit on s'est mis à les organiser. Et finalement c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise en fait au mois de février dernier où j'ai profité justement de tous ces contacts et de toute cette communauté pour mettre carrément à la création d'événements et de communication pour les marques dans le sport. On n'a pas tellement d'objectifs. Enfin, si par rapport au business que j'ai monté avec l'agence, il peut y en avoir. Sur le blog en lui-même, il n'y en a pas tellement. C'est vraiment de participer, faire transmettre des émotions aux visiteurs de notre communauté. Après, pourquoi, comment, etc. On s'en fout un peu, mais c'est vraiment de transmettre des émotions. Des émotions qui peuvent être positives comme négatives, hein, mais ça va être vraiment essayer d'apporter une autre image de ce sport et d'avoir une approche assez culturelle de ce sport, quoi. Mais on se met pas d'objectifs, on se met pas voilà, on va pas dire à la fin du mois on fait tant de visiteurs, etc. Parce que c'est pas forcément des indicateurs qui sont pertinents pour nous, quoi. Donc c'est Bilal, c'est une radio en fait qui est alors, relativement écoutée quand même auprès d'une audience assez jeune. Et surtout, ils ont une émission qui a rien à envier à mon avis à celles qui sont très populaires autour des débriefs foot, qui est une approche peut-être plus authentique que d'autres émissions. Et puis voilà, j'aime bien être associé à ce type d'émission plutôt qu'à d'autres. Et puis voilà, c'est le début pour communiquer sur des médias très très traditionnels, enfin plus traditionnels que le web. Que le web. Alors, on est à mi-chemin entre enfin, c'est assez difficile de qualifier exactement. On n'est pas de la fast info, c'est-à-dire que la fast info a un besoin de fréquentation, d'audience. Il faut publier tout de suite pour être le premier, pour avoir un maximum de visiteurs. Moi, je peux faire des jours où j'ai 500 visiteurs, mais je vais être ultra ravi parce que ces 500 visiteurs sont qualifiés. Puis il y a des jours où je vais faire peut-être 10 000 ou 20 000 visiteurs, mais je vais être un petit peu déçu parce que ça va être de la moyenne d'âge 12-15 ans et puis ça va pas me convenir. Donc finalement, on va avoir des articles en fait qui vont être très recherchés, qui sont pas forcément ultra d'actualité, mais qui vont drainer une audience qui, pour nous, est une audience de vrais passionnés, des personnes qui ont vraiment envie de partager des émotions autour d'un sport. Voilà, mais on ne fait pas non plus d'articles de 8 pieds de long, on ne fait pas de la fast info, on est entre les deux. Voilà, parfois on crée l'information, c'est-à-dire qu'on va s'associer à des artistes pour faire des projets éphémères, comme on a fait il n'y a pas longtemps par exemple avec un artiste qui a fait un projet visuel avec nous et puis qu'on a relayé, qui a été repris par pas mal de sites, notamment à l'étranger. Mais voilà, c'est une sorte d'équilibre entre du rédactionnel pur, très long, un journalisme vraiment poussé et la fast info. C'est un équilibre entre les deux. Il y en a plein, tu sais, en fait, on a le temps d'avoir des souvenirs un peu à droite à gauche. Après, il peut y avoir quelques fiertés, d'avoir par exemple une centaine de rédacteurs qui ont écrit pour nous, ça c'est une certaine fierté. Qu'on se réunisse par exemple spontanément sur Paris quand on y va, ça c'est une certaine fierté aussi. Qu'on organise des événements qui sont reliés par Canal+, qui passent à la télé, etc. Ça c'est une grande fierté. Qu'il y ait des marques qui nous fassent confiance depuis pas mal d'années, c'est une fierté aussi. Enfin, voilà, un exemple peut-être qui est vraiment marquant, c'est la Coupe du Monde 2014 où on a pu vraiment y participer avec Sony. On avait vraiment été immergé dans la Coupe du Monde. Et ouais, il y a des petits souvenirs comme ça. Mais le mieux, c'est d'avoir cette communauté qui nous suit sur tous les réseaux sociaux. C'est ça qui est le plus beau, quoi. Alors, ouais, les bienfaits et les méfaits des réseaux sociaux, c'est pas toujours des excès sur les réseaux sociaux. C'est des lieux où tout le monde peut donner son avis libre. Enfin, je pense que on a eu le temps.
ces dernières années de voir ce qui était mauvais ou pas là-dedans. En fait, finalement, les réseaux sociaux, c'est juste, et la presse, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est juste finalement ce qu'on voit depuis des décennies dans la presse traditionnelle. Tu peux avoir de tout, tu peux avoir du buzz, comme tu peux avoir d'informations plus pertinentes. Tu peux avoir peut-être moins de lecteurs, mais des lecteurs plus assidus, en tout cas plus qualitatifs. Donc les réseaux sociaux, finalement, c'est juste un moyen pour ta communauté de te suivre et de leur transmettre un message. Mais nous, on essaie de nous adapter avec des réseaux sociaux assez récents. On essaie de se mettre par exemple à du Snapchat, à du Instagram, etc. Et puis on reste aussi sur certains réseaux traditionnels, on communique différemment sur Facebook, Twitter, etc. Mais on est toujours en train de se remettre en cause et d'adapter finalement notre message à ce qui se fait sur les réseaux, quoi. Ça aurait été dur avec Internet il y a 20 ans, et puis quelque chose qui est un petit peu au jour le jour, parce que c'est un business model qui est assez récent. Et puis voilà, sur le blog, en tout cas, la ligne édito s'est affinée avec les années. Au tout début, en fait, on n'était pas du tout là-dessus, on était vraiment sur de la pub pure, et puis ça s'est affiné sur finalement ce que cherchaient les gens sur Internet. Et puis voilà, on a réussi à rencontrer d'autres personnes, faire partie de projets. C'est-à-dire que nous, par exemple, on co-organise en fait le festival du film de football chaque année à Paris. Au mois d'avril, on fait différents événements à droite à gauche qui essaient de nous apporter une légitimité dans ce qu'on fait, quoi. Une légitimité et un travail qui a été mis en avant grâce à Internet. Ils se nomment Nicolas, Kamel, Pierre, Fabien ou encore Sébastien et vivent leur passion pour le football via Internet. Juste du foot a rencontré d'autres passionnés qui seront interrogés dans la deuxième partie. Forza Olympique Marseille. Sur un match amateur, quand le soigneur il va avec sa trousse, enfin une espèce de pharmacie, on va appeler ça une pharmacie, qui va pour soigner un joueur, en fait dans la pharmacie avec des bières. Sur Periscope aussi, ça m'est déjà arrivé de craquer, il y a même pas de ça, il y a ça une semaine, je faisais un Periscope et à la fin de mon Periscope j'ai abandonné parce que c'était devenu lourd de se confronter à des gens qui sont là pour te rabaisser et te dire que tu ne vaux rien. Après, c'est des gens qui n'ont aucun intérêt dans la vie et qui ne sont pas intéressants.